Donc, bonjour à tous, et merci d'être venus dans cette table ronde qui est dédiée donc aux liens variés et profonds entre l'eau, l'agriculture, l'alimentation et la justice sociale. Nous allons essayer de relever le défi de faire le tour en une heure de cette vaste thématique. Et nous avons pour cela la joie d'accueillir 4 invités. Donc à ma droite, Julie Ozen, vous êtes architecte de formation et députée de l'Essonne, Europe Écologie Les Verts, et particulièrement investie sur la protection de l'enfance, je crois, oui, et la préservation de la ressource en eau. Oui. Xavier Guillaumard, vous êtes également élu, mais localement, à Châlons-Saint-Marc, à Loise-Étampes, où vous avez été durant 6 ans maire, donc cette commune de 1000 habitants. Vous êtes également enseignant-chercheur à AgroParisTech, vous vous intéressez en particulier à la relocalisation des filières alimentaires, agriculture. Christian Piccolo, vous êtes retraité très actif, administrateur de l'AMAP, donc AMAP, une association pour le maintien de l'agriculture paysanne, des paniers de Longpont, et vous habitez à Saint-Michel-sur-Orge. Voilà. Enfin, Christophe Dagalier, donc vous élevez une trentaine de moutons dans la vallée de Chevreuse, et vous êtes un entrepreneur engagé dans la naissance d'une filière française de laine mérinos pour le luxe français, je crois comprendre. Voilà. Donc au début de la vie de tout et au principe de toute nourriture, il y a donc l'eau, cette ressource vitale que l'on sait aujourd'hui menacée tant en qualité qu'en quantité sur le territoire français. La ressource en eau renouvelable en France a diminué de 14% en 1990 en raison notamment des sécheresses plus fréquentes et intenses liées au changement climatique. Donc je propose de commencer par l'eau, d'entrer dans notre conférence par l'eau. Et donc Julie Ozen, vous allez nous parler aujourd'hui de la façon dont l'état de l'eau en France et comment aujourd'hui, là en 2026, se pose la question de la préservation de l'eau en France. Oui, alors bonjour mesdames et messieurs. Oui, on ne peut que lier en fait l'ensemble de ces thématiques. L'eau, l'agriculture, l'alimentation et la justice sociale, c'est consubstantiel, en fait, elles sont ultra liées. Et donc, on ne peut pas les dissocier, on est obligé de les travailler ensemble. C'est assez transversal. Et j'ajouterais même, en fait, que c'est démocratique. C'est à nous, en fait, de prendre en charge toutes ces thématiques pour qu'on puisse, ensemble, faire en sorte qu'il y ait un meilleur partage de l'eau et qu'on puisse mieux la protéger de la manière, protéger les ressources et aussi la qualité de l'eau, parce que vous le savez qu'on a un problème de ressources en eau, on a des pays qui sont en souffrance hydrique et ça devient de plus en plus sévère, mais on l'a aussi en France, cette souffrance hydrique sur certaines régions. Donc à un moment donné, on va vous parler aussi de la protection des captages d'eau, et là on le vit déjà sur certaines régions françaises, on est obligé d'acheminer de l'eau potable sur certaines communes parce que les captages sont pollués. Donc ça, on y reviendra. Et il y a aussi ces sujets d'actualité. En ce moment, vous avez dû entendre parler. Donc comme moi, je suis élue nationale, je vais vous parler aussi de ce qui se passe de l'actualité nationale. En ce moment, on a un projet de loi du gouvernement sur l'urgence agricole. On a un Premier ministre aussi qui s'est un peu mêlé de la démocratie de l'eau sur la commission locale en Ille-et-Vilaine. Et donc il s'est dit à ce moment-là qu'il fallait arrêter tous ces conflits sur l'eau. Sauf que ces conflits sur l'eau, c'est eux qui sont en guerre en fait. Ils sont en guerre avec les lobbies, vous les connaissez, je ne vais pas les citer. Et donc, avec ce projet de loi sur l'urgence agricole, on a quelques soucis, notamment sur la progression des méga-bassines. Pour eux, pour le gouvernement et ses ministres, les méga-bassines n'existent pas. C'est des infrastructures qu'on n'a pas appelées de cette manière, parce qu'ils considèrent que c'est un droit aux agriculteurs, et à certains agriculteurs, leur nombre est vraiment très, très faible, de construire des gigantesques lacs pour permettre à l'agriculture de fonctionner en été. Donc vous connaissez à peu près le fonctionnement des méga-bassines. Alors on va puiser l'eau dans les nappes pour essayer, en hiver, là où il y a le plus d'eau, où les nappes sont le plus rechargées, pour faire des étendues d'eau, pour permettre aux agriculteurs ensuite en été de pouvoir l'utiliser. Mais ces méga-bassines, elles posent un souci sur le conditionnement de l'eau, puisqu'en fait on va avoir des soucis d'évaporation, on va avoir des soucis aussi d'appropriation de l'eau juste pour quelques agro-industriels, parce qu'en réalité les agriculteurs
qui disent vouloir posséder ces méga-bassines, en réalité sont des agro-industriels qu'ils sont derrière. Et ça pose vraiment un problème du partage de l'eau, puisqu'on a aussi des paysans qui ont besoin d'eau en été, et ils se retrouvent un peu dépourvus à cause de ces sécheresses, et des nappes aussi qui ne sont plus aussi abondées l'été. Une simplification qui bien souvent n'en est pas une, mais qui consiste plutôt à contourner les exigences environnementales et les espaces de délibération collective. Donc c'est là où j'en viens aussi. En tant que députée, j'ai mené l'année dernière une mission d'information sur l'eau, sur la santé des cours d'eau et sur leur qualité. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant 6 mois, on a auditionné pas mal d'acteurs. Donc, ça pouvait être les syndicats agro-industriels, mais ça pouvait être aussi les paysans, ça a été aussi le ministère, pour essayer de comprendre pourquoi on ne va pas atteindre le bon état écologique en 2030. Donc vous savez que l'état en France est très mauvais. L'état biologique et l'état chimique est assez mauvais. Et si je peux faire un zoom sur l'Essonne, c'est un des départements où on a le plus de pollution. Et c'est là aussi où l'état biologique et écologique de nos cours d'eau est vraiment très mauvais. Donc on a vraiment une urgence aussi sur notre département à agir. Et comment on peut agir? C'est sur les bassins versants. On a des ETPB normalement, la plupart du temps. Mais logiquement, on devrait aussi avoir des sages. Oui, les établissements publics des bassins versants. C'est une instance administrative qui va venir gérer un peu tout ce qui va se passer au niveau du bassin versant. Donc ça va être autant la réhabilitation des cours d'eau que la protection des zones humides, comment on vient aménager les terres agricoles aussi pour qu'elles soient le moins polluées possible, comment on s'occupe de la protection des berges. Donc en général, je sais que Christian, tu es à la clé d'un des bassins versants. C'est un EPTB ou c'est un... Non, c'est porté par un syndicat de rivière. Oui, un syndicat de rivière. Donc il y a diverses statuts juridiques pour chaque bassin versant. Et notamment, est-ce que vous connaissez les SDAG, donc les schémas qui Directeur. sont directeurs, oui, qui sont plus au niveau régional. L'aménagement de la gestion de l'eau. L'aménagement de la gestion de l'eau, mais ça va peut-être pas forcément vous parler en fait. On va pas trop rentrer dans la technique. Ça va pas vous parler, mais c'est un périmètre qui est assez large et qui va venir un peu régir ce qui va se passer sur plusieurs bassins versants. Et ensuite, on peut le décliner avec des sages. Et là, c'est là que ça devient intéressant. Donc le sage, c'est la déclinaison. Ça peut être la déclinaison d'un stage sur un périmètre qui va être beaucoup plus mesurable pour le citoyen. Donc le sage, en général, on va le mettre sur un périmètre qui va correspondre à un bassin versant. Sauf qu'en France, on n'a pas des sages partout. Et c'est là où moi je vais intervenir en tant que députée avec une proposition de loi, et notamment sur la démocratie de l'eau, pour essayer d'institutionnaliser un peu tout ça et d'avoir des sages sur toute la France. Et au sein du SAGE, on peut avoir les commissions locales de l'eau. La commission locale de l'eau, c'est l'instance démocratique là où on va pouvoir agir. On va pouvoir commencer à partager l'eau entre tous les organismes. Ça va être les agriculteurs, les industriels, les entreprises diverses, les citoyens, parce qu'il y a la consommation d'eau potable aussi, et un peu tous ces domaines vont devoir... Et la nature, commandée par les ONG. Exactement. Alors, pas que les ONG aussi, l'OFB. L'OFB, vous savez à peu près ce que c'est l'organisme français qui va essayer de préserver au mieux la biodiversité, mais à l'échelle étatique, à l'échelle gouvernementale. Donc c'est avec eux aussi qu'on peut travailler pour préserver au mieux la nature, et c'est de là que va découler les services notamment rendus à la nature. Donc vous savez que chaque projet, même industriel, va pouvoir se servir des services rendus par la nature, et ça a un coût, et c'est ce qu'on essaye de mesurer aussi. Là on va rentrer sur autre chose. Donc à l'échelle des bassins versants, on a les sages qu'on peut mettre en place. Et au sein de ces sages, on a les commissions locales qu'on peut mettre en place. Ces commissions locales de l'eau, elles n'ont pas de statut juridique et c'est un problème. C'est là où la démocratie de l'eau, elle empathie, parce qu'on peut le mettre un peu partout. Donc sur les EPTB ou les syndicats, en général, c'est eux qui vont porter la commission locale de l'eau et qui vont donner des financements et qui vont donner un certain pouvoir. Savoir que les avis, souvent, ne sont pas des avis conformes, ce sont des avis qu'on peut reprendre, qui peuvent être aussi repris par la préfecture. Donc ces commissions locales de l'eau, il va falloir les développer.
et notamment essayer de rendre obligatoire les sages et ces commissions locales de l'eau. Je me répète, mais c'est pour que ça rentre bien. Quelques minutes encore. D'accord. Alors, qu'est-ce que je peux... le rôle des puissances publiques, décider seules. Donc c'est d'autant plus important que les enjeux de l'eau posent aussi des questions de justice sociale. C'est ça la première chose aussi qu'il faut comprendre, c'est que tout est lié. Et sans justice sociale, en fait, eh ben, on n'aura pas de partage de l'eau égalitaire et on va se retrouver avec des agriculteurs, des paysans qui vont plus pouvoir vivre de leur métier parce qu'ils n'auront plus suffisamment d'eau pour cultiver soit leurs légumes, soit les grands champs de culture aussi, parce qu'ils sont aussi dans des logiques céréalières. Vous avez peut-être sur vos circonscriptions ou autour de vos communes ce qu'on appelle des paysans boulangers, et eux donc cultivent aussi la matière première et ensuite vont pouvoir moudre et faire leur pain. Donc il y a des petites échelles aussi qui sont importantes de préserver et c'est là aussi où on a intérêt à agir nous collectivement. Et là ça fait partie aussi de cette justice sociale parce que ça participe aussi à la précarité de certains paysans et ça va participer aussi de bout en bout à la précarité de nos concitoyens. Donc c'est aussi là où il faut qu'on puisse s'attacher à résoudre toutes ces problématiques. Donc c'est aussi qui a accès à l'eau, ça on n'en a pas parlé, mais vous savez qu'internationalement, au début, je l'ai un peu évoqué, mais on a des pays qui vont être avec de gros soucis de sources de problématiques hydriques, et notamment au niveau des sécheresses. J'ai une anecdote, c'est que pendant notre mission d'information donc sur la santé des cours d'eau, on a aussi interrogé les autres pays européens pour savoir un peu comment ils géraient ces ressources et comment ensemble on allait pouvoir pallier à certaines sécheresses. Et on sait que par exemple en Grèce, on ne sait pas comment on va leur acheminer de l'eau par exemple. On ne sait pas comment on va faire. Donc même au niveau européen, on a des choses qu'on ne sait pas encore résoudre. Et ça va être à l'échelle européenne qu'on va commencer aussi à se poser des questions. Tout à l'heure, j'évoquais aussi le fait que nos cours d'eau, nos nappes phréatiques ne sont pas en bon état biologique et chimique. Donc, aucun pays européen ne va atteindre les objectifs qui s'étaient fixés. Voilà, 2030. Et aujourd'hui, on sait que, on ne sait pas comment on va faire parce qu'on aura certainement des recours juridiques, des plaintes vis-à-vis des pays pour savoir, comme personne n'a atteint le bon état, le citoyen il sera en droit aussi de demander des comptes en fait, à tous ces États pour dire mais pourquoi on n'y est pas quoi. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. Merci beaucoup. On termine sur la question de la qualité de l'eau. Du coup, vous avez évoqué les aspects quantitatifs, il y a les aspects qualitatifs. Oui. Donc j'enchaîne avec Xavier Guillemard qui, en tant que maire, a pu installer sur sa commune, sur une aire de captage, des agriculteurs pratiquant l'agriculture biologique, c'est ça? Voilà, donc en fait c'est aussi le passage de l'échelle européenne et nationale à l'échelle municipale, tout est lié, comme dirait l'autre. Et donc effectivement, dans le mandat qui s'est achevé récemment, on a pu installer 2 maraîchers en agriculture biologique sur une aire d'alimentation de captage, et en ayant préalablement racheté ce foncier, ce qui garantit en fait la préservation de la ressource sur le très long terme. Mais j'y reviendrai en conclusion. Je voudrais déjà commencer par dézoomer, là plutôt avec ma casquette d'enseignant-chercheur AgroParisTech, sur justement le lien écologie et emploi, puisque l'emploi c'est un des aspects de la question sociale et sociétale, en Essonne, avec simplement mettre le projecteur sur un chiffre qui est méconnu, qui est tout simplement celui du nombre de fermes en Essonne. Je ne sais pas si quelqu'un ici, par exemple Olivier, tu arrives. Sais-tu Olivier combien il y a de fermes en Essonne? De fermes? Oui. Ah non, pas tout. Voilà. C'est ça le problème en fait. C'est ça les connaissances. 350. Et donc, vous êtes tous de l'Essonne. Vous avez des idées, allez-y. Il y a des gens un peu moins ignorants ou pas? 350, ouais. 350 par ici? Aucune idée? Bon, 50 ou 50. Alors heureusement on n'en est pas encore là. Donc, on va faire un petit flashback. L'année de ma conception, c'est-à-dire 1970, il y avait encore 2500 fermes en Essonne. 2500 fermes en 70. On passe en 1988,
1988, c'est hier, c'est la première assemblée synodale, Olivier, c'était hier matin. 1988, première assemblée synodale, et en 88, on est passé de 2500 à 1700. C'est-à-dire qu'on a perdu un tiers. Après tout, perdre un tiers des fermes entre 70 et 88, quand on voit ce qui s'est passé dans la sidérurgie ou textile, on se dit c'est presque normal. Mais c'est après qu'arrive la zone de turbulence. Entre 88 et 2010, donc là on est sur 22 ans, on perd 55% des fermes en Essonne. Et donc on arrive à 760. 55% des fermes. Et ensuite, la courbe continue à descendre, mais de façon moins pentue, puisque en 2020, on est à 670, ça veut dire qu'on a encore perdu 13%, mais vous voyez que sur 10 ans, ça ne fait pas 55% sur 22 ans. Donc, c'est pareil. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on perd les j'y viens. Je vois que monsieur est malin, le professeur. Et donc on a perdu les 3/4 des fermes de l'Essonne depuis 70, mais surtout 55% en 22 ans, donc c'est énorme. Et alors, tout de suite, on se dit, mais pourquoi ? Et la réponse qu'on entend souvent, c'est les terres, l'Essonne, ça s'est construit partout, les terres ont mangé les champs. Et en fait, c'est faux. En fait, l'urbanisation n'est responsable que d'un dixième de la question. Et on peut le montrer très facilement par les chiffres, puisque qu'est-ce qui s'est passé justement en termes d'urbanisation dans cette fameuse période 88-2010 là, on a perdu 55% des terres, on a perdu 6000 hectares, donc en fait on a perdu à peu près 6% des terres. On est passé de 98 000 à 87 000 à 90 000 hectares. Donc on a perdu 6 000 hectares, on a perdu donc 6% des terres et 55% des fermes. Voilà. Et entre 2010 et 2020, on repère 13% des fermes et 1,3% des terres. On est toujours dans le même ratio, 10 fois plus de pertes de fermes que de terres. Et donc en fait le phénomène, c'est un phénomène de concentration. C'est-à-dire que les agriculteurs, pour gagner le même revenu, avec une valeur ajoutée à l'hectare qui s'effondre, ils vont à la chasse aux hectares, à la course aux hectares, et c'est avoir de plus en plus d'hectares pour finalement gagner le même revenu. Donc ça c'est un vrai problème de l'agriculture, un problème social et sociétal, à tel point que en Île-de-France, la moitié de l'Île-de-France est en champ, est en agriculture, comme en France, comme en Essonne, à chaque fois c'est la moitié, et sur l'Île-de-France, cette moitié de l'Île-de-France qui est agricole, elle génère 0,13% des emplois. 0,13% des emplois sur 50% du territoire. Donc c'est-à-dire que en Île-de-France, on a moins de 9000 équivalents temps plein agricoles sur une population de 13 millions. Donc c'est un désert d'emplois. Et donc la question c'est comment faire pour remettre de l'emploi, de la vie des personnes, des hommes et des femmes dans les villages où il y a peu d'emplois à part le télétravail. Mais il y a deux grandes pistes. La première, c'est de remettre de l'élevage. C'est ce qui avait lieu avant en Île-de-France avec toutes les fermes Briard et Bosseronnes avaient des moutons. C'est pour ça qu'on a des grands corps de ferme. Et en fait, si je veux légèrement forcer le trait, on a enlevé les moutons qui désherbaient et qui fertilisaient, et à la place on a mis des désherbants et des fertilisants azotés issus du pétrole. Et donc le retour au bon sens agronomique, c'est le retour à la polyculture élevage. Et donc ça, Christophe pourra en parler. Et puis l'autre façon, alors quand même un chiffre, si vous cumulez en Essonne toutes les vaches, tous les mammifères d'élevage, donc les vaches, les cochons, les chèvres, les moutons, vous arrivez à 13 000 têtes. 13 000 têtes pour 1 300 000 habitants. C'est-à-dire que vous avez un mammifère d'élevage pour 1000 personnes. D'accord ? Donc, voilà, on se partage une chèvre à 1000, ou une vache, ou un cochon, comme on veut. Et est-ce que c'est possible de revenir à la polyculture élevage ? Oui, et je vais donner un exemple parmi d'autres. Vous pouvez aller au Val-Saint-Germain, je prends un exemple de l'Essonne. Au Val-Saint-Germain, vous avez la ferme des Sueurs, qui était une grande ferme céréalière de 200 hectares conventionnelle. D'abord, elle est passée en bio. Ensuite, elle a mis de la volaille de plein air en bio. Ensuite, elle a mis des cochons de plein air en bio. Et maintenant, elle va mettre une centaine de vaches au braque sur des terres qui étaient labourées. Et tous ces produits de carnés sont tous vendus en vente directe à la ferme. Et donc là, qu'est-ce qu'on retrouve sociétalement ?
on retrouve une convivialité, on retrouve un rapport avec les agriculteurs, on retrouve des enfants qui voient des cochons dans les champs, etc. Et ça marche très bien économiquement, donc c'est tout à fait possible. Et l'autre façon de refaire de la valeur ajoutée à l'hectare, une des façons, c'est l'agriculture biologique. Donc là-dessus, l'Essonne est plutôt le meilleur élève de l'Essonne, de l'Île-de-France, pas de la France. On est à peu près à 13% des terres et 23% des exploitations qui sont en bio, avec quelques intercommunalités en Essonne qui se détachent du peloton, notamment la communauté de communes des Deux-Vallées du côté de Mille-la-Forêt, le plateau du Dourdanais, Paris-Saclay, où on est plutôt à 20-25% des terres et un tiers des exploitations en bio. Donc on n'est plus du tout dans la marginalité. Et si je prends la communauté d'agglomération Grand Paris Sud-Seine Essonne-Sénart, donc qui comprend Évry et Corbeil, là c'est frappant, on n'a que 7% des surfaces en bio, mais plus de 50% des agriculteurs qui sont en bio. Ça veut dire qu'en fait, on a beaucoup plus d'emplois sur beaucoup moins d'espace. Donc il y a quand même 5000 hectares agricoles dans cet agglo. Ça veut dire qu'on est dans un territoire où le bio est devenu majoritaire chez les paysans en termes d'agriculteurs et non pas en termes d'hectares. Et donc j'en reviens à Chalots, donc ma commune. Qu'est-ce qu'on a fait nous sur notre commune? Justement, sur le bio, on peut dire, on entend souvent « Ah, le bio c'est cher, c'est pas pour tout le monde ». Ce qu'on a fait dans la commune dès qu'on est arrivé en 2020, à la cantine, on est passé de 0% de bio à 50% de bio sans toucher au tarif de la cantine. Alors comment c'est possible? En fait c'est très simple. Le bio en général c'est 30% plus cher. Retenez ce 30. Donc ça veut dire que le prestataire qui nous livre les repas en liaison froide, si il passe la moitié des denrées en bio, 30% ça fait 15%, d'accord? Donc il y a un surcoût de 15%. Mais ce prestataire, la matière pour les repas, c'est au mieux la moitié de son coût, parce qu'il a des coûts de salaire. Donc en fait, c'est plus 15%, c'est 7,5%. Donc il nous offre des repas à 50% de bio pour 7,5% plus cher. Et nous-mêmes, ce qu'on achète, la dorée qu'on achète, ça n'est que 40% de notre coût, parce que nous, après, il faut payer des gens pour faire le service, pour laver, il faut payer l'électricité, le chauffage, etc. Donc finalement, on divise encore par plus que 2, on arrive à 3%. Donc pour 3% d'augmentation, on passe de 0 à 50% de bio. Ces 3%, on s'est dit, est-ce qu'on les répercute sur le repas qui est à 4 €, ou est-ce qu'on les répercute sur l'ensemble de la population? Tout le monde est solidaire des repas qui font un saut qualitatif. C'est ce qu'on a choisi, et tenez-vous bien, ce surcoût de 3%, quand on l'affecte à tous les habitants de la commune, ça représente 3 € par an et par foyer. Et comme en plus, la taxe foncière, elle est indexée sur la valeur locative de votre maison, ça veut dire qu'il y en a qui n'ont pas payé 3 € par an, mais 1, et puis d'autres 5, selon finalement leur niveau de vie. Donc on peut faire une bascule énorme de la qualité des repas pour rien, en fait. Et ce qui est très intéressant, c'est que socialement, beaucoup de parents nous ont dit, ah mais les enfants qui m'ont dit, le bio on s'en foutait. Mais ce qu'on ne se fout pas, c'est que mes enfants maintenant, la purée verte, ils aiment ça. C'est-à-dire que tout ce qui était vert, tout ce qui n'était pas des pâtes et gras, c'était berk. Et finalement, parce qu'en fait ce sont des produits qui ont plus de goût, qui sont mieux élaborés, et ben en fait les enfants ils aiment ça. Et donc pour boucler la boucle et revenir au départ sur l'eau, ça c'est une action sur l'aval, c'est-à-dire sur l'assiette en fin de chaîne. On a aussi essayé de travailler au début de chaîne, c'est-à-dire à l'installation de maraîchers en agriculture biologique. Et là on a mis 5 ans pour pouvoir acheter 3,5 hectares, négocier les prix avec le propriétaire, trouver les subventions à l'agence de l'eau, à l'agglomération et installer un couple de maraîchers avec, donc, sur des terres dont la commune est propriétaire, donc avec un bail à clause environnementale. Et voilà, ces maraîchers s'installent. En plus, ils étaient tous les deux enseignants à la base, donc ils vont aussi tous les deux consacrer un peu de temps à recevoir des classes pour leur expliquer comment fonctionne le maraîchage. Le maraîchage reste vraiment l'action numéro 1, mais ils mettront un peu de pédagogie dedans. Et puis on a acheté un peu de forêt autour pour pouvoir faire un sentier, pour pouvoir en fait observer l'exploitation sans y rentrer pour les promeneurs. Et point important, parce que ça c'est quand même important,
ce qui peut arriver parfois quand on installe des maraîchers, c'est que c'est très bien, merci de nous avoir installés, et puis on va faire une AMAP dans Paris 16e, parce que c'est là qu'on va vendre le plus cher. Donc eux, ils font une AMAP non pas à Paris, mais à Montrouge, mais parce que là, ça va leur permettre d'écouler la marchandise, mais ils vont aussi vendre en direct à la ferme et dans notre épicerie du village qui est 100% produits fermiers. Donc on va pouvoir rendre accessible, et puis peut-être qu'ils pourront faire vraiment pas très cher, vraiment au prix du conventionnel à la ferme, parce qu'ils pourront faire un peu plus cher à la MAP de Clamart. Et voilà. Et pour finir là-dessus, donc ça, préservation de la ressource en eau, des maraîchers qui s'installent là, un circuit pédagogique pour aussi que les enfants viennent à pied des écoles et passent à la ferme. Et ce qu'on souhaite, c'est que la cohérence aille jusqu'au bout, notamment quand la commune fait une fête. Ce à quoi on est attentif, c'est qu'on prenne des produits du coin, des produits bio, et quand on fait des méchouis, ce qui nous arrive, avant, dans cette même commune, l'agneau, il venait de Nouvelle-Zélande. Et je disais, mais vous savez qu'il y a des agneaux à Valpuiseau, là, juste de l'autre côté des tempes, machin, bon. Oui, maintenant, systématiquement, la commune prend ces agneaux à Valpuiseau, en Sud-Essonne. Finalement, quand on discute un peu avec l'éleveur, c'est pas plus cher. Et en fait, ça recrée du lien et ça réenracine tout le monde, finalement, dans le vivant. Merci beaucoup. Merci. Nous allons, donc, par rapport à la question de comment on crée dans l'alimentation dans le territoire, vous aussi, vous êtes acteur de cette tendance. Oui. Et en même temps, on descend petit à petit, puisqu'on est passé du niveau national avec Julie, au niveau très local avec Xavier, mais travaille toujours à travers des institutions. Moi, j'appartiens à une association, donc c'est encore quelque chose de différent, et ce sont en fait des habitants, j'allais dire des citoyens, mais ce sont des habitants qui ont décidé d'aider un maraîcher à l'origine à vivre de son activité. C'est pour ça qu'on fait la boucle. Il y a qu'un seul. Alors on a au début 1. Au début 1, et alors je fais juste un petit focus sur les AMAP. Donc, qui ne connaît pas les AMAP ici? Vous connaissez tous les AMAP? Vous connaissez tous. Vous avez tous entendu d'AMAP aussi déjà. Et ce qui est, merci. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, le début des AMAP, on l'a un peu perdu. En réalité, il n'y avait pas de volonté derrière de faire du biologique. Ce sont surtout des agriculteurs qui étaient en train de mourir et qui ont décidé de prendre l'initiative pour ne pas mourir. Et donc, ils ont décidé, plutôt que de vendre leur production quasiment à perte à la grande distribution, ils ont décidé de constituer autour d'eux un ensemble de personnes qui allaient leur acheter leur production. Et c'est comme ça, et que fonctionnent aujourd'hui les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, puisque quand vous êtes membre de ces associations, à travers ce qu'on appelle le panier, en réalité, vous achetez une part de récolte. Et à l'avance, et la solidarité va jusqu'au fait de partager les conséquences des aléas climatiques sur les récoltes. On a le lien avec l'eau, puisque la première AMAP qui s'est constituée sur le territoire de la commune de Lompont, en fait, est le long d'un cours d'eau qui s'appelle l'Orge, et que ces terrains appartiennent à la commune, donc qui a racheté l'exploitation, mais surtout qui avait un gros intérêt pour le syndicat de rivière de l'Orge, syndicat de rivière intercommunal, puisque la rivière ne s'arrête pas aux frontières administratives, donc il faut des structures et des institutions qui gèrent l'ensemble du cours d'eau et pas simplement la partie qui va d'un bout à l'autre de la commune. Le syndicat, c'est pour préserver la qualité de l'eau. On rejoint effectivement l'objectif du bon état écologique de l'eau. Et donc cette association qui s'est constituée, qui s'appelle les Paniers de Lompont, a démarré par cette AMAP, qui est une ferme, qui fonctionne 100% en AMAP, c'est-à-dire que toute la production du maraîcher est achetée par environ 200 membres de l'association, qui récupèrent la production à travers des paniers qui sont servis toutes les semaines, avec une certaine quantité
légumes qui ne sont que des légumes de saison, qui ne poussent qu'ici, bien évidemment. Et puis ensuite, il y a eu une opportunité, ça me permet de faire peut-être un petit lien avec quelque chose dont vous avez peut-être entendu parler, très particulier sur l'agglomération qui s'appelle Cœur d'Essonne, agglomération, qui s'est retrouvée avec une situation, c'est-à-dire avoir une base aérienne qui était laissée par le ministère de la Défense, et qui, à Bretigny, voilà exactement, la base 207, je crois qu'on connaît, 207, et avec l'idée initiale de l'État d'en faire un grand projet national de construction de logements pour créer à peu près l'équivalent de 30 000 habitants, enfin d'installer 30 000 habitants, et là la communauté d'agglomération a eu un réflexe, elle a dit non à ça. Et parmi ce qui a été fait, puisque après il y a d'autres projets qui ont été développés, mais il y a toute une partie qui a été conservée pour recréer une ferme, ce qu'on appelle la ferme de l'Envol. L'Envol tout simplement parce qu'en fait elle est au bout de la piste d'envol des avions militaires. Et donc cette ferme, elle a démarré. Au début, il fallait quand même qu'il y ait quelques personnes qui prennent des risques, et les risques ont été pris à travers une AMAP. Et c'est la seconde AMAP qui est gérée par l'association. La ferme elle-même a pris beaucoup plus d'ampleur parce qu'aujourd'hui elle distribue sur 6 AMAP, et puis elle a d'autres perspectives puisqu'elle distribue aussi sur des restaurants, elle fait de la vente à la ferme, elle fait de vente de paniers à la sortie des gares RER qui ne vont pas très loin. Donc c'est un grand mouvement, donc c'est à la fois très, très intéressant. Mais l'intérêt, c'est que, me semble-t-il, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a quand même, à l'origine de tout ça, il y a une initiative d'habitants. C'est-à-dire qu'il n'a pas fallu mobiliser, sur la période de l'Envol, c'est tout à fait différent, parce que c'est un projet mené par la communauté d'agglomération, mais pour soutenir au départ, ce sont des habitants qui se sont réunis en disant on accepte de payer le prix qui constitue le prix du travail de l'agriculteur. C'est-à-dire que lui doit en vivre correctement. C'est à nous de trouver toutes les personnes qui vont acheter suffisamment de parts de récolte pour obtenir ce prix-là. Et on partage les aléas. Et ce qui est important, c'est que partie de ce mouvement-là, on est maintenant aujourd'hui, les AMAP sont très associés à l'agriculture biologique. Et parce qu'en fait, dans la charte des AMAP, depuis, le mouvement s'étant beaucoup développé et à l'échelle nationale, il y a une charte des AMAP, et dans la charte des AMAP, l'agriculteur qui est soutenu, le maraîcher ou autre d'ailleurs, mais le maraîcher principalement, il s'engage à produire selon des critères de l'agriculture biologique. Donc peu de pesticides, pas d'engrais, pas de pesticides, pas d'engrais d'ailleurs, du tout. Ce qui fait que par exemple, les dernières crises qu'on a vécues n'ont pas conduit à une augmentation du prix du panier. Parce que les maraîchers ont dit mais on n'utilise pas de produits externes, et donc ce qui a augmenté, ce sont ces produits externes, et donc du coup le prix n'a pas de raison d'augmenter. Alors, il augmente quand même un petit peu parce qu'il y a quand même des coûts qui viennent s'afficher, et en même temps c'est là où on fait le lien, et tout est dans tout, ou presque, c'est que pour pouvoir avoir ces légumes cultivés selon ces techniques, il faut aussi qu'on pense à régénérer le sol et à entretenir le sol. Et entretenir le sol, ça veut dire le préserver, donc on évite de l'appauvrir complètement, et les légumes ne poussent pas sans eau, j'y reviens, et ce qui fait qu'il y a aussi une forte préoccupation de la préservation de la ressource en eau pour que les maraîchers puissent produire dans les conditions qu'on leur demande. Voilà, je ne sais pas si je vais plus loin. Très bien, merci beaucoup. Écoutez, donc, votre association permet de maintenir des agriculteurs sur le territoire. C'est aussi le cas de l'initiative de M. Dagalier. Donc vous allez vous présenter et nous expliquer comment vous souhaitez permettre à des agriculteurs de gagner mieux leur vie. Très bien, donc effectivement je conduis un projet de filière qui relie le monde agricole avec le monde du textile, du luxe, qui est mon premier métier, puisque je le connais depuis 30 ans. Mon intention, c'est de créer un revenu supplémentaire aux éleveurs, en
en disant aux marques que je connais, au lieu d'aller acheter de la laine à l'autre bout du monde, regardez la laine qui est présente en France, qui est considérée souvent comme un déchet, et faites en sorte d'acheter cette laine pour l'intégrer dans vos produits. Donc je vais juste rebondir sur l'eau parce que c'est intéressant. Moi, quand j'ai un petit élevage, il s'est posé la question d'abreuver mes bêtes sur la commune de Saint-Rémy-les-Chevreuses, qui est un de mes lieux de pâturage. Et j'ai eu une discussion avec les Alpes de l'Arche des Grosfoins qui m'accueillaient. Et je refais le lien avec la sobriété dont parlait Monseigneur là, pendant l'homélie. Et c'est vrai que c'est posé la question de comment je fais, sachant que je peux éventuellement les abreuver avec de l'eau que je fais venir sur le terrain, ou je me sers des mares de drainage de l'ESAT. Donc finalement, j'ai utilisé l'eau des mares en mettant un peu d'oxygène dedans pour la purifier, et ça l'a fait très bien. Donc c'est vrai que c'est un petit troupeau, c'est 30 têtes, mais c'est pour montrer que simplement en utilisant les ressources disponibles, quelquefois ça suffit. L'autre question sur l'eau, et là c'est une question qui s'était posée avec mes éleveurs partenaires, qui est à la ferme d'Auferville, donc près de Nemours. Juste une anecdote, lui il a des subventions du syndicat des eaux de Paris quand il arrive à prouver qu'il épand moins d'engrais sur ses terres. Donc c'est quand même significatif, il a 250 hectares, il est en conventionnel, et il a quand même touché une subvention de 70 000 €. C'est juste des syndicats des eaux de Paris, parce qu'il arrive à prouver qu'il met moins d'engrais sur ses terres. Et une des raisons pour lesquelles il met moins d'engrais, c'est qu'il a lui-même monté un troupeau de 400 têtes, donc c'est pas la race Mérinos, mais c'est la race Île-de-France, qui est une meilleure conformation bouchère, qui a des meilleurs rendements. Et grâce à la présence de ce troupeau, pour reprendre l'idée de la polyculture élevage, il arrive à fumer ses terres, donc il fait pâturer le troupeau sur ses terres, ça les fume, donc ça les enrichit et il passe moins d'engrais. Voilà, donc également, juste pour donc cet éleveur qui est un de nos partenaires, a augmenté ses revenus puisqu'il a créé une boucherie à la ferme. Et un autre exemple, une autre anecdote pour lui, c'est qu'il fait pâturer ses bêtes sur des couverts végétaux, donc sur les cultures intermédiaires de pièges à nitrate qui sont souvent plantés après les moissons. Et il a constaté que les rendements augmentent de 10 à 15%, les rendements de ces bêtes, le taux de croissance et la prolificité et l'état sanitaire augmentent quand les bêtes pâturent sur ces terres directement, plutôt que quand elles sont nourries en bergerie avec une alimentation qui est industrielle. Donc c'est juste pour relier toute cette réflexion sur la polyculture élevage, qui est vraiment un élément en fait déterminant de mon projet. Donc aujourd'hui, on est en recherche d'une alliance, puisque mon projet c'est une succession d'alliances industrielles, d'alliances avec des éleveurs. Et les premières alliances que j'ai créées, j'ai eu un parti pris qui était de dire je veux que vous soyez mieux payés sur votre laine. Donc là on descend dans le sud de la France, on est dans le pays d'Arles, et là mon parti pris c'était de dire votre laine je vous l'achète 2 fois le prix du marché. Plus de 2 fois le prix du marché. Donc au lieu de la vendre 1,20 €, 1,10 €, 1,20 €, je vais acheter entre 2,50 et 3 € le kilo. Donc le revenu qu'il a généré sur 6 tonnes, grâce à cet achat supplémentaire en termes de prix de vente, et pour lui correspond à entre 9 et 10 000 € de chiffre d'affaires, ce qui correspond à un revenu supplémentaire de 500 € par mois. 500 € par mois, pour un éleveur qui gagne 2500 € net par mois, vous voyez que quand on a le parti pris de dire je t'achète la laine plus cher parce que je suis en mesure d'avoir les débouchés industriels et les débouchés commerciaux, ça change sa vie. Donc mon projet à terme, c'est d'amener, de d'essaimer en fait, et d'arriver à intégrer une centaine d'éleveurs qui représenteraient 100 000 têtes, donc une production de 200 tonnes de laine. Une autre, juste pour finir sur ça c'est l'augmentation de revenus, mais sur notre réflexion sur la sobriété et sur l'eau, parce que c'est quand même le sujet d'origine. On travaille aujourd'hui avec des industriels en lavage, il n'y a plus beaucoup de lavage en
en Europe qui font du lavage de laine, parce que c'est très consommateur d'eau. Et on travaille aujourd'hui avec notre peigneur qui est à Tourcoing, qui lui a monté une start-up dans le lavage de la laine avec du CO2 supercritique. Donc en fait, en gros, c'est du nettoyage à sec, voilà, donc qui diminue fortement les consommations d'eau. Et c'est intéressant de voir que, y compris, donc là, on a parlé de sobriété dans l'élevage, et y compris dans l'industrie, il y a des sauts technologiques qui sont envisageables pour économiser l'eau. Donc on est vraiment, nous, puisqu'on s'adresse à des clients comme Vuitton et des gens comme ça, qui sont très attentifs dans leur communication extra-financière à diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre, à diminuer les impacts sur les ressources, notamment sur l'eutrophisation des sols, sur des choses comme ça. Et donc on a vraiment une réflexion holistique qui est de dire à tous les chaînons, dans toutes les chaînes de valeur, comment nous pouvons être plus sobres. Donc là on est encore dans le mode start-up, réflexion, mais c'est vrai que ça fait partie, nous, notre cadre de réflexion stratégique, de se dire comment on arrive à être plus sobre. Très bien, super. Merci. Bah, écoutez, on a bouclé, on a fait beaucoup de sujets. Alors, je vais d'abord passer la parole à la salle pour voir si vous avez des questions. Et puis après, on reviendra pour les échanges entre les intervenants. Est-ce qu'il y a des points que vous voulez poursuivre dans un axe particulier? Comment vous faites si vous avez des éleveurs répartis en France avec des productions bon, moi j'ai une fille qui élève justement des brebis. Pour l'instant, la laine, elle n'en fait rien à part de l'engrais parce qu'elle veut faire aussi de la permaculture. Donc elle en fait de l'engrais pour ses terres. Mais comment vous faites pour récupérer la laine alors qu'elle est répartie sur plein d'éleveurs? Donc il y a des petites quantités, ça veut dire il y a plein de camions qui circulent. Comment ça se passe? En fait, pour l'instant, vous avez fait combien d'éleveurs? Vous êtes alors on a aujourd'hui, on a 3 éleveurs, plus 4, voilà, c'est petit. Mais à terme, en fait, la collecte, c'est quand même quelque chose qui est organisé. La laine, ça se compresse. Et puis c'est une fois par an. C'est une fois par an. Donc un camion transforme à peu près 18 tonnes de laine. Donc effectivement, il y a quand même du trafic routier de laine. Il faut bien qu'elle soit acheminée vers une unité de lavage. Surtout si les élevages ne sont pas de très grande taille. Voilà. Donc après, il y a quand même dans les collectes, là, ce qui s'est passé à Arles, par exemple, on est quand même dans un périmètre de 10 km, il y a un éleveur qui a apporté la laine chez l'autre et le camion l'a récupéré à un autre endroit. Moi, c'est tout en haut de la France. Après se pose dans la laine, il y a de multiples usages dans la laine. On parle de la laine pour l'habillement, pour le tricot à la main, mais aussi on parle de la laine pour l'isolation des bâtiments. Donc là, il y a un énorme marché. Donc, sachant que le sujet, c'est les mythes, là. Donc, c'est les mythes. Voilà, donc après, il faut mettre de l'antimite. L'antimite, c'est des borates, donc après, c'est un traitement industriel, etc. Donc ça pose aussi des questions environnementales. Ce qui est intéressant, c'est que vous posez la question des distances, alors que les pulls laine qu'on a sur nous, il y a aussi beaucoup de distances qui sont parcourues, mais elles ne sont pas concrètes, alors que là, on est dans le concret. Oui, on est dans le concret, on est dans tout à fait ça. Puisque vous dites que c'est le produit fini, et après... Après, il y a des choses complètement aberrantes qui se passent entre eux. Alors, le coût de transport dans l'impact des émissions de gaz à effet de serre, c'est 3% sur un produit fini. Et nous, en fait, on passe par une agence qui s'appelle La Belle Empreinte, qui fait des calculs d'impact. Et comparé, si vous prenez le même pull que je porte, qui est ma production avec ma laine, qui a suivi un circuit Belgique pour le lavage, peignage à Tourcoing, filature à Tourcoing, teinture à Roubaix et le tricotage à Laval, vous avez 88% d'économie sur les émissions de gaz à effet de serre. En fait, c'est un des éléments de conviction qu'on a vis-à-vis des grandes marques. D'accord. Voilà. Votre marque, c'est du Vuitton, ça? Non, ça c'est ma marque, en fait, c'est Mérinos France. Vous produisez des... Oui, en fait, on a... je pensais que vous n'étiez pas dans le produit fini. Vous êtes dans le produit fini? On est quand même un peu dans le produit fini, c'était notre clé d'entrée au début, mais on a la majeure partie de nos produits aujourd'hui, on les vend en fil, parce que c'est plus facile pour nous, parce que les marques sont intégrées dans leur design, donc eux ils cherchent la matière première, mais il nous arrive de répondre à des besoins de produits finis. Par exemple, on va équiper les hôtesses et les stewards du CDG Express, la navette qui va relier Charles de Gaulle à la gare du Nord. Et donc là, c'est un projet de Hello Paris qui s'occupe de cette nouvelle navette qui va être inaugurée dans un an. Et donc là, on va
les pulls et les écharpes des hôtesses et des stewards seront avec notre laine. Voilà, donc c'est aussi, quelquefois, il y a la volonté d'un Français d'utiliser les ressources locales. C'est très bien. La commande publique s'intéresse. Oui, tout à fait, oui, là, c'est important, ça donne le là. Oui. Et, d'autres sujets sur l'alimentation peut-être ou... Moi, c'est plus sur Allez-y. l'enrichissement des sols. Si on n'apporte rien de l'extérieur, à terme, le sol va s'appauvrir. Peut-être. Il est déjà appauvri. Et les rendements, comment? Oui, alors là vous parlez, pour bien comprendre votre question. C'était par rapport à... Vous avez un peu mentionné ça en une ou deux phrases. Les engrais azotés. En fait, la question que je me posais, c'est comment... Il faut des apports. Ouais. J'ai pas dit que rien n'était mis. Ce que je dis, c'est que les maraîchers en AMAP n'utilisent pas d'engrais azotés. Des engrais c'est des engrais azotés, mais organiques. C'est ça. Pardon. Oui, forcément. Peut-être que monsieur... Non, mais c'est ça, en fait, effectivement, un sol, si on exporte de la matière azotée à partir des légumes qu'on en sort, forcément, il faut que ça rentre. Ouais. Donc en agriculture biologique, c'est au lieu de mettre de l'azote qui vient du pétrole, on met en fait de la matière organique qui vient essentiellement de l'élevage. Et puis on va restructurer les sols avec du compost qui vient des déchets verts. Donc on peut se passer des intrants chimiques, c'est ce que fait l'agriculture biologique depuis des décennies. Voilà. Mais pour répondre à ta question, on habite tous les deux à Gif-sur-Yvette. Les champs qui sont à côté de nous sont enrichis avec des fientes de poulet qui viennent de Hollande, qui sont bourrés d'antibiotiques. C'est la réalité, tu vois, les tas là qui sont des trucs, c'est des... En fait, le sujet pas le meilleur engrais animal. Voilà, mais le sujet de l'enrichissement des sols, c'est un truc qui est hyper critique pour les éleveurs, pour les agriculteurs aujourd'hui. Et aujourd'hui, comment? Après, ça va dans l'eau. Oui, bien sûr. La conjoncture, vous avez tous entendu parler de la hausse des prix des engrais qui sont faits à partir du gaz. Voilà, c'est par rapport à ça. Okay. D'accord. Et en vous écoutant, on se rend compte quand même qu'il y a des solutions. Et ça suppose effectivement de se poser un peu autour de la table et de se dire qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a la plupart du temps sur place ou très proche de nous et pourquoi on nous explique que ah non, c'est pas ça la solution et qu'il faut aller faire de la loi du plomb, qu'il faut continuer à bien engraisser les... Alors, qu'est-ce qui explique que vous n'avez pas, je dirais, le poids, parce que ça marche, vous l'avez dit, ça marche, on a de bons résultats, on arrive à avoir des choses qui permettraient vraisemblablement de fonctionner et de nourrir pas mal de gens, avec une proximité, avec de réinjecter de la vie sur des tissus qui sont aujourd'hui où il n'y a plus personne et rien. Pourquoi ça ne prend pas le pas sur des solutions très court-termistes et qui n'apportent rien d'intéressant? Oui. Est-ce que me faire l'avocat du diable, mais est-ce que c'est pas quand même une question d'échelle aussi? Oui. C'est-à-dire que là, on parle de très local, et est-ce qu'on peut nourrir... Non. Voilà. Non, c'est pour ça que j'aimerais bien qu'on aborde la question. Le monde, il est fractal. Tout ce qui se passe à petite échelle, c'est exactement la même chose à grande échelle. Il ne faut pas avoir peur de ça. C'est exactement les mêmes décisions qu'on prend à grande échelle et à petite échelle. C'est vraiment fractal. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui. C'est la même chose en fait. Les questions sont les mêmes et les réponses, elles sont exactement les mêmes. Après, il y a la question des leviers de la PAC, des subventions de la politique agricole commune qui va changer en 2028. On pourra en parler après, mais parce que... Oui, en fait, on peut parler de ce qu'on appelle des impasses technologiques ou du verrouillage technologique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des situations de rente qui font qu'on n'arrive plus à changer des choses qui sont établies. C'est ce que Pablo Servigne explique très bien, avec un exemple qui n'a rien à voir, qui dit le clavier AZERTY. Pourquoi c'est AZERTY? C'est parce que c'était les machines à écrire, il ne fallait pas trop taper sur le A avec le pouce, donc on a mis AZERTY. Mais en fait, maintenant avec l'informatique, ça n'a plus aucun sens de mettre le clavier AZERTY, parce que c'est dans toutes les langues les plus utilisées, c'est pas du tout le clavier le plus optimal, mais on ne peut plus changer. Parce que celui qui sort un clavier qui n'est pas AZERTY, personne va se mettre à réapprendre à taper. Voilà. Donc en fait on fait un truc qui n'est pas du tout efficace, mais c'est parce que c'est comme ça. Et c'est la même chose en agriculture.
où en fait sur le système de la PAC, en fait tout le monde, enfin, énormément d'acteurs se sont habitués à cette situation, et ce qui fait qu'on n'arrive plus à en sortir. Et qu'est-ce qui peut arriver à en sortir? Ça peut être effectivement une réorientation de la politique agricole commune ou à l'échelle nationale, mais ce qui est le plus facile effectivement, c'est de changer localement. Et là en fait, j'aurais insisté sur quelque chose qui est évident mais qui est très peu dit, c'est la différence entre l'investissement et le fonctionnement. C'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à changer les choses? On arrive à changer les choses quand on aide à l'investissement. Et c'est ce que font un certain nombre de collectivités qui vont par exemple investir dans un hangar pour pouvoir accueillir des maraîchers. C'est ce qui s'est passé par exemple à Pucet, à Manille-les-Hameaux, etc. Ou même nous, quand on a investi dans des terres. Et ensuite, une fois qu'on a fait cet investissement qui n'est pas possible pour des jeunes qui s'installent et qui ne peuvent pas être surendettés, le fonctionnement, lui, il est sain. Et il est hors subvention, parce que les maraîchers ne touchent pas de subvention. Et à l'inverse de ça, de l'autre côté de l'échiquier, on a la grande culture qui est dans une situation de perfusion de la PAC, qui en fait est structurellement déficitaire, et qui dit « Ah mais c'est pourquoi des communes aident des maraîchers à s'installer, ça fait beaucoup d'argent public ». Mais en fait, les derniers chiffres consolidés qu'on a, c'est 2023. Qu'est-ce qui s'est passé en 2023, notamment en Ile-de-France? C'est que sur 1 hectare de grande culture, le céréalier il touche 200 € de revenus courants avant impôt et il touche 270 € de prime PAC. Ça veut dire qu'en Ile-de-France, l'hectare de grande culture, on dit ah c'est des paysages stables, tout ça, mais en fait c'est pas du tout stable. C'est-à-dire que la PAC est supérieure à son revenu. Donc il perd de l'argent à sortir le tracteur. Donc c'est structurellement déficitaire. Donc en fait, mais pourquoi ça continue? Parce que c'est un compromis entre la profession, les consommateurs, les régulateurs, et on a une situation complètement ubuesque, mais dont on n'arrive pas à sortir effectivement à grande échelle. Ce qu'on appelle la dépendance au sentier aussi, c'est-à-dire qu'il y a en effet une structuration des filières, une structuration des subventions publiques qui font que pour changer tout ça quand même... Je pense pas. Est-ce que vraiment le niveau local peut bouleverser ça? Est-ce que ça part pas d'abord de l'Europe? C'est ce qui se passe. Non, enfin, aujourd'hui. Le céréalier du Val-Saint-Germain, il touche 3 fois mieux, il gagne 3 fois plus d'argent aujourd'hui en vendant en direct et en réintroduisant l'élevage que son voisin. Et donc, sauf qu'il faut prendre des risques, il faut travailler avec le territoire, il faut se diversifier, il faut apprendre plusieurs métiers, il faut embaucher. Et tout ça, c'est des risques que des gens préfèrent ne pas prendre. Le débat est passionné, allez-y. La facilité pour un éleveur, pour un agriculteur, effectivement, c'est d'acheter des grosses machines, de s'endetter. Les machines coûtent de plus en plus cher. Et effectivement, un agriculteur aujourd'hui, céréalier, est dans une logique où il doit massifier. En fait, il doit... je discutais avec mon éleveur, mon agriculteur près de Nemours. Il faut qu'il ait au minimum 1000 hectares pour que ce soit rentable. En fait, forcément, il y a une logique aujourd'hui de massification. Pour que ce soit rentable quoi? Son investissement de matériel? Ouais, pour que ce soit. En fait, il achète les machines qui coûtent tellement cher. Voilà, c'est ça. En fait, qu'il a besoin de 1000 hectares, qu'il est obligé de s'associer. Donc la réponse à ça, on revient à quelque chose de très terre à terre et très du bon sens, c'est la polyculture élevage. Mais effectivement, comme il dit Xavier, il faut avoir l'esprit suffisamment ouvert pour s'engager dans de nouveaux métiers, avoir des coopérations, avoir des alliances et sortir de son sentier où c'est tellement plus facile d'être en mode PAC. Ben oui, c'est... Voilà. Ouais. C'est une perfusion qui est finalement hyper toxique, la PAC. Oui, tout à fait. Donc pour information, parce que j'invite tout le monde à s'intéresser, parce que c'est en ce moment que la nouvelle PAC est décidée, débattue au niveau de plein d'instances. Donc elle doit être, elle va être effective, je crois, 1er janvier 2027-28. Voilà. On a l'impression que tout est verrouillé. Quand on entend Madame Genevard sur les méga-bassines, mais on en tombe de sa chaise. Même quand on n'est pas du milieu, du domaine, mais qu'on écoute un peu et qu'on s'intéresse à ce qui se passe, on se dit, mais elle est complètement zozo, c'est pas possible. Il n'y a pas que sur les méga-bassines, il y a les petites fermes aussi, les petites structures qui veulent démanteler. Ça, ils veulent que les petites structures existent. Mais bien sûr. Ça fait partie d'une logique et d'une mécanique. Ça, je n'étais pas au courant de ça. C'est quoi? Mais comment on fait pour casser ça? Alors, je me permets d'évoquer parce que mais de voter différemment. On a l'impression que... Ben non, mais on vit en démocratie, c'est le peuple qui est censé décider les députés. Oui, mais par exemple, lors des élections municipales, on a plein... Alors, peut-être que c'est pas... Enfin, peut-être que les maires écologistes, il y en a beaucoup qui ont été sortis
Il y a beaucoup de maires écologistes qui ont perdu. Alors, surtout notamment sur des grandes villes. Alors peut-être que ces maires qui se disent écologistes ne sont peut-être pas dans le bon timing ou dans les bonnes actions, etc. Mais on voit bien que, alors qu'on a l'impression que ce qui pourrait se faire en local ou sur des petites échelles a quand même la chance de peut-être faire changer les choses, or ces gens-là ont été poussés dehors. Or, il y a des gens qui ont voté pour qu'ils soient mis dehors et remplacés par d'autres. Alors là, Madame Ozed a évoqué le projet de loi en ce moment qui va être donc d'ici l'été. Il y a un projet de loi extrêmement important sur lequel vous pouvez vous informer et interpeller vos députés ou le gouvernement. Oui, voilà. Et il n'y a pas que ça. Pour répondre à la question précisément, pourquoi il y a eu cette vague bleue qui a balayé pas mal de mairies qui pourtant portaient des projets qui allaient garantir autre chose en fait, ont transformé la société. Depuis mon mandat, donc juillet 2024, c'est un mandat très particulier. Et depuis, on a assisté à une déconstruction d'un certain nombre de codes. Code de l'environnement, code social. Et c'est ça qui a fait monter dans la société, mais une colère, mais pas la bonne colère. C'était pas celle qu'on attendait en réalité. En fait, donc il y a les gens qui se sont dit, mais nos rues, elles sont sales, notre quotidien, ça va pas. Et c'est ça que les gens ont entendu localement en premier, au lieu d'entendre ce que nous, on essaye de faire émerger. Et c'est ça qui a posé problème. En fait, il faut bien comprendre que nous, on est face à dans l'hémicycle, on a la gauche, mais la gauche, elle est déconstruite parce qu'on n'arrive pas à s'en sortir. On a le centre, donc c'est le gouvernement, qui lui s'allie à l'extrême droite. Et c'est ça qui ne va pas. Et c'est cette vague bleue qui vient. On a déconstruit tout ce qui est en rapport avec le logement. On a déconstruit tout ce qui est en rapport avec l'environnement. La démocratie bleue, la jeune VAR, elle a dit non méga-bassines. Le Premier ministre a dit non méga-bassines. Jeune VAR a renchéri parce que derrière, il y a tous ces grosses machines d'agro-industriels qui disent mais nous, on veut pousser, on veut de l'argent, on veut pousser ce modèle. Parce qu'il est à bout de souffle le modèle, mais on veut quand même persister dans ce modèle. Donc elle est là, mais les petites fermes, on n'en veut plus, on veut des grosses structures, on veut que les hectares reviennent à un certain nombre de consortiums d'agro-industriels. C'est ça qui est en train de se passer, et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que nationalement, on est en train de déconstruire le code du travail, le code social. Le 1er mai, est-ce que vous en avez entendu parler? Mais il n'y a aucune mobilisation en ce moment, c'est ça que nous, nationalement, on ne comprend pas. Pourquoi les gens ne s'investissent pas dans la cité, dans la politique locale? Pourquoi les gens ne s'engagent pas et disent non, c'est pas ça qu'on veut, nous on était en train de mettre en place quelque chose et vous êtes en train de détruire jour par jour à l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on vit quotidiennement. On voit le Rassemblement national qui prend de plus en plus d'ampleur. On voit la droite républicaine. On a des élus républicains, mais qui parfois se posent des questions aussi. Mais pourquoi ils vont vers l'extrême droite? Mais ils ne réagissent pas non plus, parce que quelque part, ils n'ont pas envie de bouger non plus. C'est ça, c'est une forme d'inertie et de fatalisme. Et la plupart des gens ne bougent plus. 1er mai, il n'y a pas beaucoup de réactions pour le 1er mai. Et pourtant, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va donner un droit de plus aux employeurs pour que leurs employés aillent travailler un jour qui était obligatoirement férié. Et ce n'est pas les petits artisans qui vont en bénéficier, ce n'est pas les boulangers de votre coin, de vos coins de quartier. Ce sont les grands supermarchés, c'est Auchan, Carrefour qui vont en bénéficier. Bah oui, c'est ça que les gens veulent que ce soit ouvert presque 24 heures sur 24. Il n'y a plus cette espèce de notion de respect d'un rythme où le dimanche c'est fermé, on achète son pain la veille. Enfin, il faut que tout soit obligatoirement, que ça fonctionne un peu comme Internet, qui est valable 24 heures 7 sur 7, le reste c'est pareil. C'est quand même une déconstruction aussi sociétale qui est complètement... Vous voulez répondre, monsieur, sur la question de comment agir, agir? Alors, agir aujourd'hui c'est local, tout simplement parce que ça ne peut être que militant. Et ça ne peut être que militant parce que, il ne faut pas oublier que l'obstacle, c'est qu'on a 3 générations à qui il faut réapprendre à ne pas aller au supermarché. C'est ça. Ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que je ne suis pas certain, et les résultats des élections municipales sont peut-être aussi l'expression un peu de ça, c'est-à-dire qu'il y a quand même une très grande majorité qui n'a pas envie de changer. Alors qu'on dit que le système est à bout de souffle, mais c'est le système agroalimentaire tel qu'il a été conçu, tel qu'il a façonné les consommateurs, ce qui veut dire que s'il a façonné les consommateurs, un autre modèle peut façonner
les consommateurs, mais ça veut dire que les consommateurs doivent se laisser façonner aussi. Ceux qui le sont, peut-être ceux que qui vous, peuvent. vous en faites partie. Alors pas que Bah, ceux il y qui a une peuvent. question de moyens. Alors justement, uniquement. c'est pas moi qui mène le débat, mais on y viendra sur l'aspect Intervenir sur les... mais Ouais, il y a cet aspect-là des choses, c'est-à-dire Ouais, si ça ne dépasse pas les échelles locales, c'est parce qu'en fait il y a une grande masse. À un moment donné, il faut arriver à un point de bascule où ceux qui ne sont pas militants vont être entraînés par l'effet. Mais on n'y est pas encore. Madame, Mais si on peut effectivement développer le militantisme, il faut qu'il soit local. Et là, c'est bien, on est dans le 91, c'est formidable. Moi, personnellement, j'anime un jardin de cocagne. Je ne sais pas si vous connaissez le jardin de cocagne. Bon, ben, nous, plus on a d'adhérents qui viennent au jardin de cocagne, plus on est content et les gens restent. Ils restent et c'est pas que pour les riches, hein, on est d'accord. Hein, voilà, parce qu'on fait tout pour, on valorise tout, y compris ce qu'on valorise pas dans les supermarchés. Dans les supermarchés, il y a 20% 30% des produits qui sont jetés dans la chaîne logistique. Nous, on jette rien. Voilà. Et nos adhérents non plus. Voilà. Donc, dès qu'on peut agir au niveau local, c'est extrêmement important. Donc, voilà, local. Bon, après, nos réseaux, Cocagne, il y a un réseau, donc on fait du plaidoyer. Il y a plusieurs réseaux qui ont fait des kits d'interpellation des politiques. Vous avez dû les recevoir. Donc, il y a eu ceux des jardins de Cocagne. Il y a eu ce Terre de Liens pour comment on fait pour que nos questions fondamentales, elles passent au niveau des politiques. Mais bon, voilà, nos maires ne sont pas tous acquis à ça. On essaye de les convertir. On essaye. Merci beaucoup, c'était très riche. Je crois qu'il est l'heure de terminer cette rencontre. Merci d'être venu. Je vous invite à découvrir le journal Pèlerin pour lequel je travaille. Il y a des dossiers en lien avec l'eau et l'agriculture que j'ai pu coordonner, qui sont là. Je vous glisse aussi que j'ai découvert lors de ces enquêtes le collectif Nourrir, qui réunit des citoyens, des paysans, et qui sont très engagés sur ces questions justement d'agriculture. Donc si vous voulez faire quelque chose, je vous invite à aller voir aussi leur site. Collectif Nourrir, c'est facile à retenir. Voilà. Merci beaucoup. Merci.